Il y a quelques années, j'ai eu une idée. Une idée simple a priori, et pourtant je vous jure qu'elle m'a hanté pendant des années. En fait, c'est le genre d'idée qu'on a juste avant de s'endormir et qui nous tient éveillés toute la nuit. Pas parce qu'elle est désagréable et qu'on n'arrive pas à la chasser de notre esprit, mais parce qu'elle paraît presque lumineuse justement, et qu'on a même peur de l'oublier. D'ailleurs, dans ces cas-là, je vous conseille de prendre un papier et un stylo et de noter grossièrement ce que vous avez en tête. Si le lendemain, en vous relisant, vous vous demandez ce que vous avez fumé la veille, bah tant pis, au moins vous aurez passé une bonne nuit. Mais si le flux de pensée reprend, c'est peut-être que vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Franchement, des fois, je me dis qu'on a perdu des tas d'idées géniales comme ça, par pure flemme. Heureusement, mon idée, elle, ne s'est pas évaporée. Certains la trouveront peut-être un peu réductrice ou simpliste de prime abord, ou même évidente. D'ailleurs, j'ai dû me dire un truc similaire à l'époque, étant donné que je m'y suis pas immédiatement plongé. Mais comme j'avais l'impression de la retrouver partout après ça, j'ai commencé à l'appliquer à toutes les situations que je pouvais imaginer. Et à ma propre surprise, je me suis rendu compte qu'elle était encore plus fructueuse que ce que j'avais imaginé. Tellement qu'à terme, c'est devenu une théorie que j'ai publiée sous forme d'essai en février 2023. Le but de cette chaîne est donc de vous décrire cette théorie et de vous montrer toute sa richesse en l'appliquant à un grand nombre de domaines qui n'ont pourtant pas grand-chose en commun a priori. Parce que vous verrez qu'elle permet de faire des analyses pertinentes sur des sujets très variés, comme la construction de notre personnalité, la dynamique d'un couple, les réseaux sociaux, les sophismes, le bizutage, les théories du complot, l'écriture d'un roman même, ainsi que sur d'autres sujets plus tabous ou plus clivants. D'ailleurs, étant donné la nature de cette théorie, je vais devoir aborder des sujets sensibles. Dans cette vidéo en particulier, je vais parler de dépression et de la perte d'être proche. Donc voilà, vous êtes prévenus. Mais assez de teasing, de foreshadowing et de trigger warning, et commençons par analyser cette fameuse idée qui a tout lancé et qui a donné son titre à mon livre. Nous entrons en deuil à chaque fois que l'une de nos idées est attaquée. Comme je viens de dire, certains trouveront cette idée évidente, mais d'autres pourraient tout aussi bien la trouver aberrante. Un deuil, c'est sérieux, c'est grave, et l'appliquer entre guillemets à la perte d'une idée peut paraître exagéré. Et si on va par là, on peut même trouver ça révoltant d'une certaine manière. Et il n'y a rien d'étonnant à tout ça, parce qu'au fond, on n'a pas vraiment d'autre façon de réagir. Quand on nous affirme quelque chose, on peut trouver cette affirmation fausse, idiote, choquante, approximative, déprimante peut-être, ou juste vraie. Et c'est à peu près tout. Mais avant de la juger, il faut s'assurer de bien la comprendre. Pour ça, il faut suivre une certaine méthode, et la première étape de cette méthode, que j'utiliserai automatiquement sur cette chaîne, c'est de clairement définir les termes. Dans cette vidéo, je vais donc me concentrer sur un terme, le mot-clé le plus important, le deuil. Parce que cette notion est au centre de ma théorie et qu'il est primordial de la comprendre. Et surtout parce qu'elle va permettre d'introduire la notion d'inconscient, qui est tout aussi nécessaire pour la suite. Alors c'est parti. La première personne à avoir étudié le processus du deuil est le docteur Sigmund Freud. Dans son livre intitulé Deuil et mélancolie, il le décrit comme une maladie naturelle qui se déclenche de façon automatique lorsqu'on perd un proche. Et cette maladie se décompose d'après lui en 3 parties. D'abord une hébétude temporaire qui traduit le choc. Ensuite, une tristesse envahissante et handicapante qui montre que la personne a pris conscience de la disparition mais qu'elle ne peut pas encore y faire face. Et enfin l'acceptation, qui marque la fin du deuil et qui est atteinte lorsque l'endeuillé peut recommencer à vivre normalement et se souvenir de l'être perdu sans tristesse excessive. Cette vision du deuil est cependant un peu trop simple et elle sera largement améliorée plus tard par la psychiatre Elisabeth Kubler-Ross, grâce à une autre notion énoncée par Freud qui est l'inconscient. Car pour elle, un deuil est avant tout une prise de conscience. Donc avant de vous décrire sa vision du deuil en détail, qui est largement acceptée dans le monde de la psychanalyse, il faut que je vous parle de l'inconscient. Pour Freud, l'esprit d'un être humain est séparé en 3 entités, le ça, le surmoi et le moi. Le ça est constitué de nos pulsions. En quelque sorte, il représente l'animal sauvage qui est en nous. Si nos esprits n'étaient composés que de cette entité, nous passerions notre temps à assouvir la moindre de nos pulsions sans se soucier une seconde de ses conséquences sur les autres ou sur nous-mêmes. Or, nous sommes tous capables de nous contrôler, dans une certaine mesure, et d'après Freud, c'est grâce au surmoi. Si le ça peut être représenté par une bête sauvage, alors le surmoi doit être vu comme un dresseur. En fait, c'est une sorte de juge qui passe son temps à réprimander notre ça, à lui imposer des limites. Et d'après Freud, il apparaît grâce à l'éducation, d'où mon analogie avec le dresseur. Nos parents, et de façon plus générale la société dans laquelle nous grandissons, nous inculquent des règles que nous intériorisons jusqu'à ce que nous nous les imposions de nous-mêmes. En fait, le surmoi, tout au long de notre vie, enregistre ce qui est mal, ce qui ne se fait pas, ce qui est tabou, et il est donc en partie constitué de notre sens moral. Mais il englobe aussi une partie de notre raison, parce que parfois, dans le cas particulier où assouvir une pulsion pourrait nous mettre directement en danger, par exemple, on n'a pas besoin que quelqu'un nous sermonne. On se réfrène de nous-mêmes, parce qu'on est raisonnable. Dans une certaine mesure, encore une fois. Pour résumer, le ça nous demande de faire certaines choses, et notre surmoi trie ses demandes comme il le peut. Au final, ce que nous faisons effectivement, et qui nous définit en tant que personne, n'est donc que le résultat de cette guerre perpétuelle existante entre ces 2 entités. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces 2 entités composent notre inconscient.
En d'autres termes, notre moi conscient n'est que le produit de notre inconscient. Ou plus précisément, c'est la différence entre la part de notre ça et celle de notre surmoi. Essayons de schématiser tout ça. Le cercle que vous voyez représente notre moi. Or, comme je viens de l'expliquer, le moi est constitué du ça, que je vais placer à gauche, et du surmoi à droite. Si je voulais représenter l'esprit d'une personne pour qui les règles sont importantes, je déplacerais donc vers la gauche cette frontière, ce qui donnerait une personne plutôt docile, parce qu'elle serait dominée par son surmoi. Alors qu'au contraire, une personne ignorant volontairement les règles qu'on lui imposerait, serait représentée par une frontière située à droite, pour laisser plus de place au ça. Cela dit, on ne pourrait pas tirer plus d'informations sur ce schéma. Au début de mon explication, vous avez peut-être eu l'impression que le ça représentait le mal et le surmoi le bien. Ce qu'on pourrait représenter en colorant chaque zone de cette façon, comme on le ferait pour le yin et le yang. Et c'est comme ça que Freud interprétait l'inconscient d'ailleurs, enfin il me semble. Cela dit, rien ne permet d'affirmer ça en réalité. Parce qu'un rebelle n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. S'il se rebelle contre une tyrannie, par exemple, c'est même un héros. Et au contraire, un être suivant à la lettre les lois de la société dans laquelle il a évolué n'est pas forcément quelqu'un de bon. En fait, on pourrait même défendre l'idée que cette personne aurait toutes les caractéristiques nécessaires pour devenir un véritable fanatique. Et qu'il serait donc dangereux si la société dans laquelle il a grandi était basée sur une idéologie belliqueuse ou conquérante. Je pense qu'on vient ici de mettre le doigt sur les limites de la représentation de Freud. Essayons donc d'améliorer ce graphique. La première remarque que l'on peut faire, c'est que certaines de nos pulsions ne sont pas négatives. La compassion, par exemple, peut être considérée comme une pulsion, comme la générosité ou l'amour. Après tout, ces comportements ont été sélectionnés par l'évolution au même titre que l'esprit de compétition ou que nos pulsions négatives. Il existe donc des forces internes au ça, engendrant des comportements altruistes. Si l'on voulait représenter ce fait sur ce schéma, on pourrait donc ajouter une zone blanche, représentant nos pulsions positives, au centre du ça. La partie noire restante représenterait donc nos pulsions négatives. Certains émettront peut-être une remarque ici. Ils pourraient dire que tous nos bons sentiments ne sont pas en fait si nobles. On peut par exemple considérer que l'altruisme est issu de notre égoïsme. Autrement dit, que l'on est altruiste que dans l'espoir d'avoir un retour sur investissement. De la même façon, l'amour pourrait être issu de notre égocentrisme, parce qu'on pourrait aimer quelqu'un juste pour être aimé en retour, ou pour ne pas finir seul. Mais même si ça est peut-être vrai dans une certaine mesure, je pense pas qu'on peut affirmer qu'on contrôle tout ça consciemment, et donc on en revient à nos pulsions. Je plongerai pas de toute façon dans cette discussion maintenant, mais je le ferai dans une autre vidéo. Notez cependant que la validité ou non de cette remarque n'a pas d'impact sur ma représentation en fait, parce que le fait que nos pulsions positives se trouvent englobées par nos pulsions négatives sur ce schéma colle parfaitement à cette interprétation au fond, qui dit que nos pulsions négatives engendrent nos pulsions positives. Et d'ailleurs, vous verrez que c'est cohérent avec la suite. Une autre remarque importante, j'utilise les notions de bien et de mal ici, pourtant c'est aussi une discussion qu'il faudra avoir. Et j'en parlerai longuement lorsque je ferai le lien entre la moralité et ma théorie. Mais pour l'instant, ne vous posez pas trop de questions sur ce que ces notions signifient. Imaginez simplement que la partie blanche du schéma représente le bien parce qu'il engendre des comportements bienveillants, ou qu'au moins il entraîne des conséquences positives, et que la partie noire représente le mal parce qu'il engendre des comportements malveillants, ou qu'il entraîne des conséquences négatives. Bon, revenons-en au schéma. Comme je disais, on ne peut pas non plus partir du principe que le surmoi est infiniment bon ou juste, car aucune société n'est parfaite. Certaines règles de notre surmoi peuvent donc tout à fait nous pousser à mal agir. Ajoutons donc un cercle noir dans le surmoi pour représenter cette possibilité. Et qu'est-ce que ça veut dire pour le moi tout ça ? Le moi correspond à la différence entre les aires des parties positives et négatives de ce schéma. On peut donc interpréter le schéma de cette façon. Notre moi n'est en fait que la somme de nos comportements. C'est une définition sur laquelle je reviendrai dans une autre vidéo, mais je pense qu'on peut au moins admettre qu'elle est utile ici. Et voyons ce qu'on peut en tirer. Regardez, pour décrire une personne altruiste par exemple, je peux augmenter l'aire de la zone que j'attribue à l'altruisme, ce qui indique que la majorité des comportements de cette personne seront bienveillants. A l'inverse, diminuer l'aire de cette zone permettrait de représenter une personne égoïste, ou pire. Et peu importe les dimensions de cette zone dans le ça, on pourrait faire aussi varier les dimensions de la zone représentant les défauts de la société dans le surmoi. Si cette zone est grande, la société est particulièrement injuste, et si elle est petite, on tend vers une utopie. Bref, ce schéma permet déjà de représenter un peu plus d'individus, et en vérité, on peut pousser l'analyse beaucoup plus loin grâce à lui. Je le ferai pas dans cette vidéo, mais juste pour vous teaser un peu, concentrez-vous sur nos pulsions positives. Je pense que vous avez tous entendu le fameux dicton « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Cette phrase signifie que nous pouvons faire du mal, même si nos intentions sont purement bienveillantes à la base. Et si ce cas de figure est possible, c'est parce que nous ne savons pas tout. On pourrait donc ajouter un petit cercle noir ici, représentant des actions issues de notre bonne volonté, mais qui auraient eu de mauvaises conséquences parce que nous n'avions pas assez réfléchi. Et comme auparavant, le fait qu'il se trouve à l'intérieur du cercle représentant nos pulsions positives indique que ces pulsions sont justement à l'origine de ces comportements. Cette petite zone représente donc en quelque sorte notre ignorance, et d'ailleurs la zone noire dans le surmoi peut également lui être imputable, dans certains cas au moins. Mais est-ce que ça s'arrête là ? Eh ben non, parce qu'on pourrait reproduire le raisonnement qu'on vient de faire.
Posez-vous cette question. Existe-t-il des comportements bénéfiques que l'on peut considérer comme une conséquence indirecte de notre ignorance? Ou formulé autrement, comment peut-on lutter contre les effets négatifs de notre ignorance sans faire appel à nos bons sentiments? Parce qu'à ce stade, il est clair qu'on ne peut plus leur faire confiance. Je ne répondrai pas à ces questions dans cette vidéo, mais je pense que vous comprenez que s'il existait une telle chose, il faudrait ajouter une zone blanche dans la zone noire que j'ai assimilée à notre ignorance. Et après ça, est-ce qu'on pourrait encore ajouter une zone noire dans la zone blanche? Vous verrez. Honnêtement, je pense que la vidéo que je dédicacerai à cette représentation sera l'une des plus intéressantes de ma chaîne, et j'ai hâte de la réaliser. Mais je ne vais pas vous spoiler davantage. Parce que j'aimerais vraiment que vous y réfléchissiez de vous-même d'abord. D'ailleurs, j'adorerais que vous essayiez de répondre à ces questions dans les commentaires. Franchement, c'est pas si dur, au moins pour la première question. Bref, on s'est un peu éloigné du sujet, alors essayons de nous recadrer. Le but de cette représentation était de vous faire comprendre ce qu'était l'inconscient, et de vous faire entrevoir l'impact qu'il pouvait avoir sur notre moi. J'espère y être parvenu, mais si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter, évidemment. Bon, on va pouvoir revenir sur le sujet principal de cette vidéo maintenant, qui est le deuil. En 1969, Kübler-Ross a mis au point un nouveau modèle du deuil en s'appuyant sur des études faites sur des patients en phase terminale de différentes maladies. Elle s'est rendue compte qu'en apprenant qu'ils allaient mourir, les patients réagissaient à peu près toujours de la même façon. Plus précisément, ils exprimaient les mêmes émotions et s'engageaient dans des comportements similaires. Et surtout, ces émotions et ces comportements évoluaient suivant un schéma particulier avec le temps. En se basant sur ces observations, elle a donc tenté de tracer un schéma, et elle a ensuite utilisé pour estimer l'avancement de ces patients dans l'acceptation de leur mort. Ce schéma est composé de 5 phases, et vous l'aurez compris, elle l'a appelé le processus de deuil. Et je pense que la plupart d'entre vous connaissent les phases de ce processus, qui sont le déni, la colère, le marchandage, la déprime et l'acceptation. En clair, ce schéma lui permettait d'évaluer l'avancement du deuil de ses patients. Et voilà comment il se construit. Essayez de visualiser cette scène. Un homme se sent malade, il a des douleurs récurrentes et assez inquiétantes, il se sent constamment fatigué, etc. Donc il va voir son médecin qui lui fait passer une série de tests. Et quelques jours plus tard, il retourne le voir et ce dernier lui apprend qu'il a une maladie très grave et qu'il ne lui reste malheureusement que quelques mois à vivre. Je pense que vous ne serez pas étonné si cet homme répondait de la façon suivante. Mais non, mais c'est impossible, je veux dire, c'est pas si grave, j'ai juste quelques douleurs, ça m'empêche même pas de travailler, vous êtes sûr, il n'y a pas des tests à faire, je sais pas. Ce genre de réaction est caractéristique de la première phase du deuil de Kübler-Ross, le déni. Vous avez entendu, au début le patient a rigolé. Enfin, c'est moi qui ai rigolé, bien sûr, parce que j'ai choisi d'incarner une certaine personnalité, mais comprenez que j'essaie de mettre en évidence un maximum de réactions caractéristiques au déni dans un seul exemple. Je sais bien que tout le monde ne réagit pas comme ça, et j'expliquerai justement pourquoi dans une autre vidéo, quand j'aurai décrit ma théorie. Mais bref, pourquoi a-t-il rigolé? Parce que pour lui, ce qu'il vient d'entendre est tellement aberrant que ça lui paraît ridicule. En gros, il ne croit pas son médecin. Et pourtant, au fil de sa tirade, il finit par douter et même par avoir peur. Ces 3 émotions caractérisent le déni. On pourrait croire que s'il a peur à la fin, c'est parce qu'il a commencé à croire son médecin, mais Kübler-Ross ne l'interprète pas de cette façon. D'après elle, la peur est un message que notre inconscient envoie à notre conscience. Elle pense ainsi pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle sait que le patient remettra sûrement le diagnostic en doute plus tard, et ensuite parce que pour elle, comme je vous disais, le deuil est une prise de conscience. Mais surtout parce qu'on sait depuis Darwin que la peur est une émotion utile. Imaginez que vous vous trouviez devant un lion ou n'importe quel prédateur. Vous ressentez de la peur, ce qui se traduit par la tension de vos muscles et une accélération de vos battements de cœur, 2 réactions que vous ne contrôlez pourtant pas. Si votre corps réagit ainsi, c'est parce qu'il se prépare soit à se battre, soit à fuir, et il le fait entre guillemets tout seul, c'est-à-dire de façon inconsciente, parce que ce comportement a été sélectionné par l'évolution. Ici, notre patient ne se trouve pas devant un lion, mais le spectre de la mort plane tout de même. Il exprime donc de la peur, mais cela ne veut pas dire qu'il a réellement pris conscience de la nouvelle. Son corps réagit simplement en avance. Pour Kübler-Ross, l'expression de cette peur, qui peut prendre bien plus de temps que dans l'exemple que j'ai pris bien sûr, est un marqueur. Il indique que le choc va bientôt arriver. Le choc, c'est la transition entre le déni et la phase suivante, la colère, qui met en route la prise de conscience. Donc continuons. Le médecin prend un air un peu grave et affirme que non, il n'a pas tort. Il se met à expliquer les résultats clairement et calmement jusqu'à ce que le patient comprenne. Et je pense que vous pouvez facilement imaginer le visage du patient se dégrader au fur et à mesure de la démonstration. Le médecin finit par se taire, le patient se lève, après une seconde d'absence, il fait quelques pas, et d'un coup, il envoie valser son téléphone contre le mur. Alors ok, je sais, ça peut paraître caricatural, mais comme j'ai dit, j'essaie d'explorer un maximum de réactions possibles, et je pense qu'on est d'accord que celle-ci est au moins crédible, même si la plupart du temps, la colère apparaîtra plus tard quand le patient sera seul. Il pourra alors se dire des choses comme « Putain, j'aurais pas dû autant fumer, quel con !» Ou alors il pourrait rejeter la faute sur un de ses amis et dire « C'est à cause de lui, j'aurais pas dû suivre toutes ces conneries, ça a ruiné ma santé, etc. »
Il pourrait aussi s'énerver contre son médecin ou ses infirmières une fois hospitalisé et leur crier « vous êtes des incompétents ». Et puis pour les plus croyants, cette colère pourrait se rediriger vers Dieu. Et il s'adresserait donc à lui en disant « Pourquoi Dieu, j'ai toujours cru en toi, j'ai toujours suivi tes préceptes, pourquoi tu me fais ça ?» D'ailleurs, les non-croyants pourraient avoir la même réaction en vérité, sauf qu'au lieu d'accuser Dieu, ils accuseraient la nature. En gros, ils se plaindraient du fait que la vie est injuste. Toutes ces réactions, l'agressivité, les insultes et le sentiment de colère associé, caractérisent donc la deuxième phase, celle qu'on appelle justement la colère. Dans cette phase, en fait, on cherche un coupable. Kübler-Ross y voit surtout un mécanisme de défense psychologique, comme dans toutes les autres phases d'ailleurs, donc on ne peut pas vraiment aller plus loin dans l'analyse, mais vous verrez qu'avec ma théorie, c'est possible. Bon, une fois que le patient réalise que crier ne sert à rien, la phase suivante s'enclenche, le marchandage. C'est la phase la plus complexe parce qu'il faut prendre en compte plusieurs paramètres. D'abord, on peut marchander pour atteindre différents buts. Par exemple, on peut vouloir guérir, ou bien minimiser sa souffrance, ou minimiser celle des autres. Et donc le patient pourra dire des choses comme « si je prends mon traitement comme il faut, peut-être que je guérirai », ou plus rationnellement, peut-être que je vivrai plus longtemps. Et comme dans la phase précédente, on peut aussi s'adresser à Dieu. Le patient dirait alors « s'il vous plaît, laissez-moi vivre, je veux voir mes enfants grandir, je ferai tout ce que vous voulez en échange, etc. » Et enfin, le marchandage peut avoir lieu entre le patient et le médecin, et on peut par exemple imaginer qu'un patient riche proposerait une somme d'argent colossale à son médecin pour mettre les bouchées doubles, ou pour tenter des solutions alternatives. Comme pour la colère, on peut donc diriger cette phase vers soi-même, les autres ou la nature. Mais en plus de ça, on peut demander ou proposer tout un tas de choses différentes en échange de notre guérison ou de l'acceptation de notre maladie. Et au niveau des émotions ressenties, c'est encore plus compliqué. Parce que la colère peut réapparaître de façon sporadique, la tristesse de la phase suivante peut aussi pointer le bout de son nez de temps en temps, et on peut aussi ressentir d'autres émotions comme un dégoût pour la nature ou un mépris pour les médecins. Finalement, quand le patient se rend compte que marchander est tout aussi inutile que crier, il finit par se résigner, et on entre donc dans la phase suivante, la dépression. Cette phase est caractérisée par la tristesse et l'inaction. Le patient se dira des choses comme « puisque je peux rien faire pour améliorer ma situation, pourquoi faire quoi que ce soit ?» Ou alors il se posera des questions plus philosophiques sur le sens de la vie, ou sur sa vie à lui en particulier. Le patient aura donc tendance à sombrer dans l'apathie et à s'isoler, et cette phase durera le temps dont il aura besoin pour atteindre la dernière étape qui est l'acceptation. Là, l'état du patient s'améliorera. Il voudra revoir ses proches pour profiter d'eux au maximum avant de partir. Il dira des choses comme « je veux faire telle ou telle chose avant de mourir » ou « je veux préparer mon départ pour éviter tel ou tel tracas à ma famille » ou tout simplement « ça va aller, j'accepte ». Bref, l'idée de sa mort a finalement atteint sa conscience et il n'y a donc plus de conflit entre l'inconscient et la conscience. Conflit qui était en fait à l'origine des émotions qu'il éprouvait. Évidemment, tout le monde ne passe pas par toutes les phases, et pas forcément dans le même ordre non plus, et j'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Mais sachez que Kübler-Ross en a conscience, elle pense simplement que ça reste un moyen efficace pour mesurer l'état émotionnel de ses patients, ce qui lui permet en retour d'adapter son comportement et ses paroles. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que le déni représente le moment où la conscience et l'inconscient sont en opposition totale, et que l'acceptation correspond au contraire à une prise de conscience définitive de la réalité. On peut donc comprendre que Kübler-Ross voit dans les autres phases différentes étapes de la prise de conscience. Bref, Kübler-Ross a utilisé la notion de l'inconscient de Freud pour améliorer sa propre vision du deuil, qui je le rappelle ne comportait que 3 phases, assez floues et plus ou moins inutiles dans le cadre de la pratique de la psychanalyse. Cela dit, cette vision du deuil, qui est je pense majoritairement acceptée en psychanalyse, n'a pas été réellement démontrée, ni même expliquée. Kübler-Ross a simplement observé un schéma récurrent. Elle n'explique pas pourquoi nous réagissons comme ça, et elle voit dans ce processus une simple succession de mécanismes de défense psychologique, ce qui reste assez flou au fond. Et enfin, ce processus ne s'applique d'après elle que dans le cas d'une mort anticipée, bien qu'elle ait pu observer des phases similaires chez les proches de ses patients. Du coup, comme pour la vision de Freud, on atteint des limites. Et vous l'aurez compris, le but de ma théorie est de les dépasser. Mais ça sera pour ma prochaine vidéo, parce que ici je voulais vous présenter l'histoire du concept du deuil en psychanalyse et introduire la notion d'inconscient, et c'est chose faite. Si j'ai fait tout ça, c'était pour commencer à expliquer et à justifier ma fameuse idée, que je vous ai donnée au début de cette vidéo, et que je vous rappelle était « nous entrons en deuil à chaque fois que l'une de nos idées est attaquée ». Mais comme vous le voyez, j'ai pour l'instant parlé que d'un seul terme, et il me faudra encore une autre vidéo pour finir de disséquer cette hypothèse avant de pouvoir véritablement plonger dans ma théorie. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker. Si vous pensez que cette chaîne est prometteuse, abonnez-vous. Et si vous êtes pressé d'entendre la suite, pensez à cliquer sur la cloche, comme ça vous serez au courant dès que ma prochaine vidéo sortira. Vous pouvez aussi acheter mon livre, puisque j'y décris ma théorie et l'applique à une multitude de cas, mais sachez que je serai quand même bien plus complet ici, parce que j'ai plus de temps pour rentrer dans les détails de chaque étape de mon raisonnement, et que je pourrai prendre beaucoup plus d'exemples. Enfin, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, non seulement ça aidera à faire connaître ma théorie, mais surtout ça me permettra sûrement de m'améliorer, sur le fond comme sur la forme.
et donc de vous fournir des vidéos de meilleure qualité. D'ailleurs, à l'intention des experts des sujets que je traite qui seraient tombés par hasard sur cette chaîne, sachez que votre avis m'intéresse au plus haut point. En attendant, merci à tous, bonne soirée et à la prochaine.